Le dimanche soir, 15 août 1971, une enseignante à la retraite nommée Dorothy est assise dans son salon à Dayton, Ohio, et regarde Bonanza. Elle possède 40 000 dollars en bons d'épargne américains, une police d'assurance vie entière pour laquelle son mari a cotisé pendant 20 ans et une pension du district scolaire en laquelle elle a une confiance totale. Elle a tout fait correctement. Puis l'émission s'interrompt. Richard Nixon apparaît à l'écran. Il est calme, présidentiel. Il utilise le mot temporairement. Il l'assure que si elle achète des produits américains en Amérique, son dollar vaudra tout autant demain qu'aujourd'hui. Dorothy va se coucher. Le Dow bondit le lendemain matin. Nixon remporte la réélection, remportant 49 États. L'éditorial du New York Times écrit qu'il applaudit sans hésiter cette audace. Au cours des 9 années suivantes, les bons d'épargne de Dorothy perdent 53 cents de pouvoir d'achat pour chaque dollar. Sa pension libellée en dollars permet d'acheter moins chaque année que l'année précédente. La police d'assurance vie entière devient l'un des instruments financiers les moins performants d'Amérique. Elle n'a pas pris une seule mauvaise décision. Elle a suivi chaque règle. Les règles ont été réécrites en secret pendant qu'elle regardait la télévision. La question que la plupart des gens se posent sur les années 1970 est « Qu'est-ce qui a causé l'inflation ?» C'est la mauvaise question. La bonne question, celle qui a des implications directes pour aujourd'hui, est celle-ci. Quand toutes les devises majeures de la planète s'effondrent simultanément, quand il n'y a aucune devise étrangère sûre vers laquelle s'échapper, où allez-vous? Cette situation a existé une fois dans l'histoire moderne, exactement une fois. Et la réponse documentée n'est pas celle à laquelle la plupart des gens s'attendent. L'histoire officielle raconte que les années 1970 étaient un problème d'inflation américain, un épisode de stagflation, un dysfonctionnement de l'ère Carter que Paul Volcker a fini par résoudre. L'examen des faits raconte une toute autre histoire. La livre britannique s'est tellement effondrée que le Royaume-Uni, membre fondateur du FMI, une institution qui traitait normalement avec les nations en développement, a été contraint de mendier un sauvetage de 3,9 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du FMI à l'époque. La lire italienne s'est tellement désintégrée que le pays s'est retrouvé à court de pièces. Les banques ont émis une monnaie d'urgence appelée Migna Segni, des certificats imprimés de 50 à 350 lire parce que la monnaie physique était devenue trop rare pour être utilisée. Le franc français a échoué à 4 reprises à maintenir un taux de change stable. L'inflation intérieure du Japon a atteint 23 à 25%, l'un des pires taux parmi les pays développés. Alors même que le yen s'appréciait face au dollar, le Deutsche Mark a mieux résisté que n'importe qui d'autre. Pourtant, l'inflation allemande a tout de même culminé à 7%. Le franc suisse, la devise la plus forte de la planète, s'est apprécié de 157% par rapport au dollar au cours de la décennie, et l'or a grimpé de 2329%. Il n'y avait pas de monnaie étrangère sûre. Chaque porte de papier était verrouillée. Le franc suisse, la meilleure issue possible, a rapporté environ 1/15 de ce que l'or a rapporté. Ce n'est pas une histoire d'inflation américaine. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsque tout le système monétaire mondial perd son ancrage d'un coup. Le rédacteur des discours de Nixon, William Safire, était présent à Camp David le week-end du 13 août 1971, lorsque la décision a été prise. Il a noté par la suite que plus de temps avait été passé à débattre de l'opportunité d'interrompre Bonanza qu'à discuter de la manière dont le programme économique fonctionnerait réellement. 15 minutes de programmation télévisée, voilà ce qu'a reçu la fin de Bretton Woods. Ce qui a forcé la décision a été une ruée sur l'or américain. La France avait envoyé un navire de guerre dans le port de New York pour récupérer ses réserves d'or. La Grande-Bretagne avait réclamé 3 milliards de dollars en or le 11 août. Les États-Unis ne possédaient plus qu'environ 10 000 tonnes métriques face à 40 milliards de dollars de passifs envers l'étranger. L'équation était déjà brisée. Quand David l'a officialisé, Paul Volcker, alors sous-secrétaire au Trésor pour les affaires monétaires internationales, a écrit plus tard que si les Britanniques, qui avaient fondé le système avec les États-Unis et qui s'étaient tant battus pour défendre leur propre monnaie, allaient échanger leurs dollars contre de l'or, il était clair que la partie était bel et bien terminée. Nixon a utilisé le mot « temporairement ». C'est devenu permanent.
L'accord du Smithsonian de décembre 1971 était censé sauver le système. Nixon l'a qualifié d'accord monétaire le plus important de l'histoire du monde. Il a duré 15 mois. En mars 1973, toutes les devises majeures étaient flottantes et coulaient. 3 hommes l'avaient prédit avant que cela ne se produise. Tous 3 furent écartés comme étant des excentriques. Tous 3 avaient raison. Franz Pick est né en 1898 en Bohême. Il avait observé l'hyperinflation autrichienne lorsqu'il était jeune étudiant. Il a fui les nazis, a servi dans la résistance tchèque et s'est installé à Manhattan, où il a tapissé les murs de son bureau de fac-similés d'assignats français et de dollars continentaux américains, ce qu'il appelait les 2 premières monnaies frauduleuses du monde. Il faisait payer l'entrée de ses séminaires en Krugerrand. Sa réplique la plus célèbre: chaque obligation d'État est un certificat de confiscation garanti. Jamais une dette publique n'a été intégralement remboursée à l'imbécile qui l'a achetée. En 1976, alors que l'or avait chuté de 24% par rapport à son sommet, quelqu'un a demandé à Pick si la baisse des prix ébranlait sa foi. Il a répondu: pas le moins du monde. L'or n'a pas de maître. Il est toujours victorieux. Harry Browne a publié Comment vous pouvez profiter de la dévaluation à venir en 1970, alors que l'or était encore à 35 $ l'once. Il avait prédit qu'une dévaluation du dollar était certaine à 90% d'ici fin 1971. Son ouvrage suivant, publié en 1974, a passé 39 semaines sur la liste des meilleures ventes du New York Times et a atteint la première place. Quiconque a suivi ses conseils de 1970 a vu son investissement multiplié par 24 en janvier 1980. James Dines a commencé à recommander l'or en 1960 à 35 $ l'once. Son employeur, I.M. Kidder & Co., l'a licencié lorsqu'il a refusé de renier ses prédictions. Il a publié sa propre lettre d'information de manière indépendante pendant plus de 60 ans. En 1980, Barron's a écrit que sa prédiction selon laquelle l'or franchirait un jour l'indice Dow Jones Industrial Average commençait à ressembler à l'un des appels d'investissement les plus fantastiques jamais enregistrés. Un détail qui devrait vous faire réfléchir. Les Américains ne pouvaient pas légalement posséder de l'or en lingots avant le 1er janvier 1975. Pendant les 4 premières années de cette crise, la principale échappatoire était un crime fédéral pour les citoyens ordinaires. Les alternatives étaient les actions de mines d'or, les comptes bancaires suisses et les pièces de monnaie numismatique d'avant 1933. Au moment où les Américains ont pu acheter légalement de l'or physique, le prix avait déjà triplé. Le gouvernement a rendu illégal le fait de se protéger précisément au cours des années où cette protection était la plus nécessaire. Voici maintenant le bilan historique de ce qui a réellement fonctionné. Le premier était l'or physique, pas des titres de créance sur l'or, pas des fonds aurifères, mais le métal physique. L'or a clôturé l'année 1971 à 44,60 $ l'once. Fin 1973, il avait franchi les 100 $ et n'est jamais redescendu en dessous. Pour la seule année 1979, il est passé de 233 $, atteignant 300 $ en juillet, 400 $ en octobre, 500 $ en novembre et 600 $ le jour de l'an 1980. Le 21 janvier 1900, le fixing de l'après-midi à Londres a enregistré 850 $ l'once, soit un multiple de 24 en 8 ans et demi. Le second était l'immobilier avec une dette à taux fixe. Le mécanisme est contre-intuitif. L'inflation érode la valeur réelle de la dette fixe. Un propriétaire qui a emprunté 100 000 $ à taux fixe en 1971 remboursait effectivement ce prêt avec des dollars valant 53 cents en 1980. L'inflation détruisait la dette pour lui, alors que le bien immobilier sous-jacent conservait sa valeur réelle. Le troisième était les matières premières, au sens large. Pétrole, agriculture, matières premières, tout ce qui présente une rareté physique et ne peut être imprimé. Pour l'art spécifiquement, des archives documentées montrent une appréciation annuelle moyenne de 33,2% de 1973 à 1981. Le quatrième, le franc suisse, crédit partiel seulement, et c'est crucial. Le franc s'est apprécié de 157% par rapport au dollar sur la décennie. Une couverture réelle, documentée et significative,
mais aussi seulement 1/15 de ce que l'or a rapporté. La meilleure devise au monde n'arrivait même pas à la cheville. Maintenant, qu'est-ce qui est tombé à zéro? Les comptes d'épargne plafonnés par la réglementation Q à 5,25%, alors que l'inflation oscillait entre 7 et 14%. Une personne ayant déposé 100 000 dollars en 1971 a accumulé environ 158 000 dollars en termes nominaux jusqu'en 1980. Ces 158 000 dollars permettaient d'acheter environ 77 000 dollars de marchandises en pouvoir d'achat de 1971. Ils ont perdu près d'un quart de leur richesse réelle, tout en croyant gagner des intérêts. Les obligations du Trésor à long terme ont affiché des rendements réels annuels négatifs de 3,43% tout au long de la décennie, la pire performance d'un marché obligataire baissier de 40 ans. Les rentes, l'assurance vie entière, tout paiement nominal fixe libellé en dollars, les bons d'épargne de Dorothy, la pension de Dorothy, la police d'assurance vie entière de Dorothy, tout a échoué. Elle détenait des créances sur des institutions qui dépréciaient discrètement ces créances par l'inflation. Paul Volcker a prêté serment en tant que président de la Fed le 6 août 1979. Il mesurait 2 mètres l'un, fumait des cigares bon marché et a accepté une baisse de salaire de 110 000 dollars à 57 100 dollars pour ce poste. Le 6 octobre 1979, le samedi précédant le Columbus Day, il convoqua une réunion d'urgence secrète et non programmée du Comité fédéral de l'Open Market. Il a annoncé que la Fed cesserait de cibler le taux des fonds fédéraux pour cibler directement la masse monétaire, laissant les taux d'intérêt grimper aussi haut que nécessaire. Le taux a dépassé les 17% en avril 1980. Il a atteint 20% à la fin de 1980. Les taux hypothécaires ont culminé à 18,63% en octobre 1981. Des agriculteurs en colère ont bloqué la réserve fédérale avec des tracteurs. Des concessionnaires automobiles ont envoyé des cercueils contenant des clés de voiture au bureau de Volcker. Des constructeurs de maisons ont envoyé des briques affranchies de timbres-poste. Volcker a reçu des menaces de mort et a dû bénéficier de la protection du Secret Service. L'or a culminé le 21 janvier 1980, 5 mois et demi après la nomination de Volcker. L'or culmine lorsque les gens perdent confiance en toutes les institutions simultanément. L'or s'effondre lorsqu'une institution s'engage de manière crédible à rétablir l'ordre à tout prix. Les années 1970 ne se sont pas terminées par les forces du marché ou la coopération internationale. Elles se sont terminées parce qu'un homme était prêt à provoquer 2 récessions et un chômage de 10,8% pour briser la psychologie inflationniste. La question qui se pose aujourd'hui, avec un ratio dette, c'est un PIB de 121% et 1 000 milliards de dollars de paiement d'intérêts annuels, dépassant désormais les dépenses de défense, un banquier central moderne pourrait-il faire ce que Volcker a fait? Les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or en 2022, 2023 et 2024. 3 années records consécutives, soit plus du double de la moyenne de la décennie précédente. L'or a atteint 5 062 dollars le 28 janvier 2026. Les institutions qui gèrent le système monétaire se protègent contre leur propre défaillance potentielle. Ce n'est pas une position marginale, c'est leur comportement d'achat révélé. Revenons à Dorothy à Dayton. Elle n'était pas naïve, elle n'était pas négligente. Elle a épargné dans le système formel, a acheté ce que l'establishment financier lui disait être sûr et a fait confiance à chaque institution en laquelle on lui avait donné des raisons de croire. En 1980, chacune de ces institutions avait discrètement érodé ses économies de près de moitié. Pas par un krach, pas par une crise visible, mais par un transfert lent, invisible, s'étalant sur une décennie, du pouvoir d'achat de personnes comme Dorothy vers les institutions gérant la monnaie. La leçon des années 1970 n'a pas été écrite par Nixon, l'OPEP, la Fed ou un quelconque gouvernement. Elle a été écrite par les personnes qui détenaient de l'or physique quand c'était illégal, via des comptes suisses, des actions minières et des pièces numismatiques, et qui ont vu un rendement multiplié par 24 se concrétiser en 8 ans et demi. Pendant que le reste du pays se demandait pourquoi les courses devenaient de plus en plus chères, ils n'avaient pas seulement prédit la crise, ils avaient compris que l'encre avait été tranchée. Quand une encre est coupée, le papier s'envole et le métal coule au fond, où il attend. Plusieurs d'entre vous ont posé la question qui vient juste après celle-ci.
Si l'or survit à la crise, comment le dépense-t-on réellement? Comment effectue-t-on des transactions en or ou en argent quand la monnaie papier se meurt? À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Les archives historiques à ce sujet sont précises, documentées et surprenantes. Si cette analyse des années 1970 a changé votre regard sur votre propre épargne et sur la stabilité du système, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous nous consacrons à mettre au jour l'histoire économique qu'ils ont tenté d'enterrer. Protégez votre avenir et restez informés. La prochaine pièce du puzzle sera révélée très bientôt.